Bonjour à tous. On va passer une petite heure ensemble en visio sur l'actualité juridique. Alors, c'est particulièrement l'actualité en droit du travail du trimestre, on va dire. Je ferai simplement un tout petit point sur le protocole sanitaire, mais on en a parlé, on en a parlé quand? Le 12 septembre, je crois, il y a environ un mois, 3 semaines, un mois, parce qu'il y avait une séance spéciale sur le protocole sanitaire, obligation vaccinale. Donc, je ne reviendrai pas en détail là-dessus. Donc, moi, je suis Laurence Guettaf-Pechner, je suis avocate en droit du travail et en santé et sécurité au travail. Je suis associée au sein du cabinet Fidal et je dirige le bureau de Metz, cabinet Fidal, qui est un cabinet d'avocats d'affaires avec 2500 avocats sur tout le territoire français, dom-tom compris. Voilà. Et moi, je suis donc basée à Metz, pas très loin d'ici, au Technopôle. Donc, on va faire le point sur les principaux textes et un petit peu de jurisprudence aussi vous concernez en tant, soit en tant que chef d'entreprise, dirigeant, auto-entrepreneur. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, peut-être RH, DAF, je ne sais pas. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez, hein, je suis là pour y répondre. Si je peux y répondre, j'y répondrai tout de suite. Si je ne peux pas y répondre, j'y répondrai ultérieurement par mail. Donc, beaucoup d'actualités depuis cet été. Vous savez que l'été a été dédié essentiellement à la gestion de la crise sanitaire. On est encore dans la crise sanitaire, mais on va en reparler. On est toujours dans l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021, à ce jour. 15 novembre à ce jour. Donc, un été dédié à la gestion de la crise sanitaire, puisque, comme vous le savez, on a eu un nouveau protocole sanitaire au 1er septembre qui s'applique à tous. Vous, moi également, enfin, le cabinet Fidal, les locaux dans lesquels je suis également. Un pass sanitaire également qui a été mis en place et requis pour certains salariés de façon obligatoire, une obligation vaccinale également pour certaines populations professionnelles ou certains lieux professionnels, un protocole donc sanitaire que vous avez dû actualiser dans les entreprises qui a été un petit peu, qui a été même beaucoup allégé, un retour de droit commun en matière d'activité partielle pour ceux qui ont eu à gérer de l'activité partielle, alors, déjà dans le cadre du Covid-1, on va dire, l'étape 1, à savoir en mars 2020. Aujourd'hui, l'activité partielle existe toujours, hein, mais avec des taux de prise en charge revus à la baisse, évidemment. Et évidemment, également, des lois importantes. Alors, les grosses lois, en général, en droit du travail, interviennent en été, quand nous sommes tous en vacances. Et là, en l'occurrence, on a eu 2 lois qui peuvent vous intéresser, dont l'une, c'est sûr, vous concernera tous. Une loi du 2 août sur la santé au travail et une loi du 22 août concernant le climat. C'est ce qu'on appelle la loi climat, qui vous concerne également. Toutes les considérations, toutes les problématiques environnementales doivent maintenant être prises en compte par toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qu'elles aient un salarié ou qu'elles en aient 10 000. Et on fera un petit point là-dessus parce que les obligations sont importantes et le défaut de respect de ces obligations également peut entraîner des conséquences qui peuvent être importantes en matière financière. Des modifications également concernant les visites médicales. Si vous avez des salariés, vous avez des visites médicales à faire et on fera le point sur les visites médicales obligatoires et les délais, la récurrence. Et comme vous n'avez certainement pas grand-chose à faire, il faut croire, on a une nouvelle visite médicale qui est mise en place depuis le 1er octobre, là, 2021, une visite médicale avant les départs en retraite. On en reparlera dans quelques instants. Quand vous aurez digéré tout cela, vous pourrez peut-être commencer à travailler et faire votre vrai job, hein, si vous êtes chef d'entreprise, à savoir chercher des clients et développer votre activité. Mais toutes ces obligations s'imposent à vous. Et la première obligation qui s'est imposée à vous, qui date déjà de mars 2020, donc mise à jour le 1er septembre, c'est le protocole sanitaire. Si vous avez une entreprise et au moins un salarié, vous avez donc un protocole sanitaire obligatoire. Protocole sanitaire mis à jour le 1er septembre. Alors, vous trouverez le protocole sanitaire version 1er septembre 2021 sur le site du ministère du Travail. Ça, j'espère que vous l'avez vu et lu surtout. Ce protocole sanitaire, alors très honnêtement, sur 26 pages,
Il y en a 27 qui correspondent exactement au protocole sanitaire du mois d'août, qui même était une copie de celui du mois de juin, etc. etc. On en est à je ne sais plus quelle version, 6e ou 7e, je ne sais plus. La différence, la modification qui nous importe aujourd'hui, c'est la partie relative au télétravail, puisque dans l'ancienne version, vous aviez une recommandation assez forte de mettre en place du télétravail. Aujourd'hui, ce protocole sanitaire ne vous impose plus de mettre en place du télétravail dans l'entreprise. Et le télétravail, maintenant, revient enfin, heureusement, parce que c'est la base du droit, notamment la base du droit du travail, ça revient à la liberté de négociation dans l'entreprise. Donc, soit vous avez des syndicats ou un CSE et vous allez négocier une charte, vous allez négocier un accord d'entreprise, le cas échéant, une charte. Vous avez le 1, l'accord, en dessous, vous avez la charte. Et si vous n'avez pas de CSE, si vous n'avez pas de délégué syndical, eh bien, vous pouvez mettre en place directement le télétravail. On recommande toujours de mettre en place une charte donc, vous allez faire de façon unilatérale, sachant que lorsqu'on met en place du télétravail, donc on a soit accord d'entreprise, si on a un délégué syndical ou un CSE, soit une charte, et, c'est pas où, c'est et, il nous faut un avenant au contrat de travail. N'oubliez pas de faire l'avenant au contrat de travail de vos salariés, parce que là, vous touchez quand même à la durée du travail et à la mise en place de cette durée du travail dans l'entreprise. Dans cette charte, dans cet accord télétravail, on y met un petit peu ce qu'on veut, on n'a pas de trame. Alors, vous avez des accords qui ont été négociés dans les grosses boîtes en France. Vous pouvez regarder ce qui a été fait. Tout ne vous concernera pas. Idéalement, ce à quoi il faut penser, c'est déjà la réversibilité, c'est-à-dire je mets en place du télétravail, j'ai un salarié qui est en télétravail. Si demain, je décide de supprimer le télétravail, je fais comment? Donc, ce qu'on appelle la réversibilité. Donc là, il faut penser à le mettre dans votre accord, dans votre charte ou dans votre avenant au contrat de travail si vous n'avez rien d'autre. Et puis ensuite, ce qu'on négocie dans les entreprises, c'est évidemment le nombre de jours. Alors, en France, les derniers accords qui ont été faits dans les boîtes d'une certaine importance, c'est entre 1 et 2 jours, soit par semaine, soit par quinzaine. Très peu d'entreprises passent au-delà des 2 jours par semaine en télétravail. Ça dépend des activités, bien entendu. Certaines activités s'y prêtent certainement plus que d'autres. Dans l'industrie, on a un petit peu de mal, évidemment, sauf pour les services supports. Dans le commerce également, on a du mal. Donc, tout dépend de votre activité. Mais en tout état de cause, si vous vous en mettez en place, il faut absolument un écrit, il faut absolument cadrer tout ça. Nouveauté également pour les visites médicales. Vous savez que vous avez des visites médicales d'information et de prévention, vous avez des visites médicales dans le cadre des aptitudes, vous avez des visites intermédiaires, donc tout un panel de visites médicales au sens médecine du travail, j'entends, c'est évidemment les services de santé au travail qui sont compétents. Et on a eu un décret le 29 septembre 2021 qui a prévu le report d'un certain nombre de visites dont l'échéance était intervenue avant le 30 septembre. Donc, si vous aviez des visites médicales dont l'échéance est antérieure au 30 septembre 2021, là, aujourd'hui, on pourrait se dire, zut, nous sommes le 12 octobre, donc nous sommes hors délai. Heureusement, nous avons un décret du 29 septembre qui prévoit que pour les visites médicales dont la réalisation était prévue avant le 30 septembre, ces visites médicales peuvent faire l'objet d'un report et sont concernées les visites médicales d'information et de prévention et le renouvellement, l'examen médical d'aptitude d'embauche et périodique lorsqu'il a déjà été reporté. Ces reports sont dus en fait au contexte Covid. Le renouvellement d'examen d'aptitude également est concerné par cette possibilité de report, la visite intermédiaire et l'examen médical avant le départ à la retraite lorsqu'il a déjà été reporté, mais j'y reviendrai dans 2 secondes. Sachant que le médecin du travail a la main, et c'est le médecin du travail qui peut toujours décider de maintenir les rendez-vous lorsqu'il estime que ce rendez-vous est indispensable compte tenu de la nature de l'activité et de l'état de santé du salarié. Donc, vérifiez bien vos visites médicales. Dans la mesure où il y en a beaucoup, on a plusieurs types, là je vous en ai donné 5 types de visites médicales. Parfois, on a un peu de mal à savoir où on en est. Donc,
il ne faut pas en louper une, parce que si on loupe une visite médicale, quelle qu'elle soit, en cas d'accident du travail du salarié, ça peut vous coûter très cher, quand bien même il n'y aurait pas un lien direct, hein, mais ça va polluer le dossier. De même, si un salarié a ensuite une maladie professionnelle, même sanction. Donc, suivez bien, j'y arriverai, l'état de santé de vos salariés. Et puis, de toute façon, l'état de santé de vos salariés et vos salariés, ce sont les valeurs de l'entreprise. Donc, attention à bien les suivre, ces visites médicales. Nouveauté un peu plus réjouissante, le congé paternité, réjouissante pour le salarié. Évidemment, quand on a une entreprise et qu'on a pas mal de papas, de salariés qui deviennent papas en même temps, on a ensuite un souci pour les remplacer parce qu'on a un congé paternité qui a été mis en place depuis le 1er juillet. Et la durée du congé paternité est portée de 11 jours consécutifs, ce qu'on avait avant, à 25 jours calendaires. Alors attention, parce qu'on parle de calendaire cette fois-ci. Donc 25 jours calendaires, et ces 25 jours calendaires s'ajoutent au congé de naissance de 3 jours. Donc, je parle du papa, pas de la maman. Hein, le papa, 3 jours de congé paternité habituel, auquel s'ajoutent 25 jours calendaires. Et ces 3 jours de congé de naissance qui existaient donc déjà sont des jours ouvrables. Donc, 3 jours ouvrables et ensuite 25 jours calendaires. On n'est donc pas sur les mêmes notions, donc il faut regarder votre calendrier et bien faire les calculs. Sachant que ces 3 jours ouvrables de congé de naissance, encore une fois, qui existaient déjà auparavant, simplement cette notion d'ouvrable n'était pas précisée. Ces 3 jours ouvrables de congé de naissance doivent être pris par le salarié, c'est une obligation, selon son choix, soit le jour de la naissance de l'enfant, soit le 1er jour ouvrable qui suit la naissance de l'enfant. Ensuite, on a 4 jours de congé paternité qui doivent faire immédiatement suite au congé de naissance, donc 3 jours ouvrables. Aussitôt après, 4 jours de congé paternité. Et la seule chose sur laquelle le salarié peut jouer, avec laquelle il peut jouer, c'est la période donc, de 21 jours de congé paternité qui est facultative et fractionnable. Donc, à minima, votre salarié va être absent, doit être absent, vous devez l'obliger, c'est une obligation. Ce n'est pas souhaitez-vous, c'est il doit prendre. C'est impératif. 3 jours ouvrables de congé, naissance et 4 jours de congé paternité, ça c'est vraiment le minimum légal. Et ensuite, 21 jours de congé de paternité à la libre discrétion du salarié, puisque c'est facultatif et fractionnable. Pendant ce congé de paternité, le contrat suspendu, le salarié va percevoir les IJSS et il faut regarder vos conventions collectives parce que qui dit IJSS dit évidemment absence de maintien de 100% du salaire. Donc, il n'y a pas d'obligation légale de maintenir la rémunération pendant le congé de paternité du salarié. Simplement, vos conventions collectives peuvent, en général, la grande majorité prévoit, peuvent prévoir un régime plus favorable pour le salarié concernant l'indemnisation du congé paternité. Donc, il faut regarder les conventions collectives pour savoir si vous devez maintenir à 100% ou pas ce congé de paternité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des congés de paternité chez eux. Pas encore? Non? Non, pas encore. Moi, j'en ai eu un, il doit être dans mon équipe. Donc, mais bon, c'est un avocat en droit social, donc il connaissait bien les textes, il les a bien appliqués. Donc, après, il faut gérer. Alors, c'est sûr, 8 jours, c'est gérable. Après, si on prend quasiment 1 mois, et ça peut être un cas de conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ou la mise en place d'un intérim pour remplacer le salarié absent pour ce motif. Depuis le 1er octobre, on a, le gouvernement a maintenu certaines dispositions qui sont strictement liées au Covid ou à la Covid, comme vous le sentez. Comme je vous le disais, l'état d'urgence sanitaire qui a été mis en place, qui a pris fin en juin 2020, ensuite qui a été reporté, qui aujourd'hui est reporté au 15 novembre 2021. Donc, on a toute une kyrielle de textes et de mesures qui, à ce jour, prendront fin au 15 novembre. Évidemment, rien ne nous dit que dans les quelques jours précédents le 15 novembre, on ne nous annonce pas une prorogation de l'état d'urgence sanitaire.
Mais à ce jour, on sortirait, en principe peut-être, de l'état d'urgence sanitaire le 15 novembre 2021, ce qui veut donc dire que tout ce qui concerne le pass sanitaire et la vaccination obligatoire existe jusqu'au 15 novembre 2021. Mais on va voir qu'on parle déjà d'une prorogation, en tout cas pour le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, ça va faire peut-être jusqu'au printemps, voire l'été 2022. Les règles sanitaires à respecter en entreprise, aujourd'hui elles existent, c'est le protocole mise à jour au 1er septembre 2021. Si l'état d'urgence sanitaire est prorogé après le 15 novembre, on aura certainement encore un nouveau protocole encore plus allégé, sauf évidemment évolution négative de la situation sanitaire. Pour ceux qui ont un local de restauration, si vous vous souvenez bien, dans l'un des protocoles sanitaires, il était prévu que les locaux de restauration, donc internes dans une entreprise, devaient, dans un premier temps, être fermés. Ensuite, on avait une jauge d'accès et on avait également des distanciations physiques à mettre en place. Aujourd'hui, depuis le 30 juin 2021 et jusqu'au 1er décembre 2021, on nous dit qu'il est possible d'utiliser les locaux de travail pour se restaurer en respectant la distanciation physique et en respectant également les règles sanitaires, à savoir les gestes barrières. La seule chose qui a été modifiée là, c'est la fin de la jauge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un local, un restaurant d'entreprise ou une salle où les salariés peuvent se restaurer, donc un local restauration. Aujourd'hui, on n'a plus de jauge, mais on a le maintien des gestes barrières. Alors, ça revient à peu près au même, parce que le maintien des gestes barrières avec la distanciation physique, au final, ça fait une superficie, enfin un volume plutôt, à diviser en respectant la distanciation physique. On ne vous oblige plus à écrire jauge maximale. Moi, personnellement, au cabinet, j'ai toujours ma jauge maximale qui est apposée sur la porte du local de restauration. Parce que ça m'évite toute question qui pourrait entraîner de la mise en cause de ma responsabilité pénale. Parce que ça, c'est du pénal, hein, après, en cas de pépin. Sur l'activité partielle, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont encore en activité partielle. Non. Oui. Non, non plus. Vous avez repris le travail en présentiel à 100%. C'est bien. C'est magnifique. C'est bien. Donc, je vous dirais quand même que pour l'activité partielle, on a des dispositions particulières jusqu'au 31 octobre. Donc, pour ceux qui sont en activité partielle classique, tenez-vous au courant octobre de l'évolution des taux, parce que les taux d'allocation ont baissé. Pour ceux qui sont également en activité partielle de longue durée, pour ceux qui se souviennent, ça a été mis en place l'an dernier. Ça s'est appelé dans un premier temps l'arme, comme une arme à feu, et ils ont certainement trouvé que c'était un peu trop agressif, hein, donc ça s'appelle maintenant la PLD, activité partielle de longue durée. Ce dispositif d'activité partielle de longue durée a été mis en place dès le début jusqu'au 30 juin 2022. Vous voyez qu'on est quand même dans un système de crise sanitaire, pas forcément état d'urgence, mais crise sanitaire avec des dispositifs particuliers en droit du travail, à minima jusqu'au 30 juin 2022. Toujours activité partielle pour les salariés vulnérables, donc ça existe toujours. Alors là, vous n'avez peut-être pas d'activité partielle pour l'entreprise, vous avez peut-être mis en place de l'activité partielle pour les salariés vulnérables, donc qui ne sont pas en mesure d'exécuter leur travail. Cette notion de salariés vulnérables a été revue à la baisse, a été un peu plus durcie. Donc on a une liste de salariés qui peuvent être considérés comme vulnérables en raison de leur pathologie médicale. Et pour ces salariés dits vulnérables, dès lors qu'on n'a pas la possibilité de les mettre à un poste où ils seraient moins vulnérables ou pas du tout vulnérables, c'est un poste seul dans un bureau, par exemple, sans contact, avec des respect des gestes barrières. Si cela n'est pas possible de les reclasser, entre guillemets, ils peuvent bénéficier de l'activité partielle avec un taux privilégié, là aussi, et ça jusqu'au 31 décembre 2021. Oui. Pardon, excusez-moi. Est-ce que ça concerne les salariés qui ont des attestations d'isolement par rapport à la situation Covid? C'est ce que vous évoquez? Ah oui, tout à fait. Hein? Oui, tout à fait. En fait, tous les salariés qui ne peuvent pas reprendre leur poste. Alors, soit les salariés vulnérables parce qu'ils ont une pathologie, soit les salariés qui ont un certificat d'isolement, les salariés qui sont malades du Covid, les salariés également qui doivent garder leurs enfants
Vous savez qu'en plus, suivant les municipalités, suivant donc les villes, les régions, les écoles ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Si vous avez un certain nombre de cas Covid dans une classe, la classe peut fermer. Et donc là, le salarié peut être obligé de garder son enfant, ce qu'on avait déjà vu l'an dernier, même cette année d'ailleurs aussi. Le temps passe. Et donc, vous avez là aussi de l'activité partielle. En fait, pour tous les salariés qui ne sont pas en mesure d'effectuer, de reprendre leur poste habituel comme avant le Covid, on peut mettre en place de l'activité partielle. Conditions de plus en plus restrictives, taux de plus en plus bas de prise en charge pour les salariés. Souvenez-vous, au début, c'était 100%, quasiment. C'était 84%, mais avec les charges, on arrivait parfois à 100%. On avait même certaines conventions collectives qui prévoyaient dès le début 100% du matin de salaire. Ça a changé. Pour les apprentis et les contrats de professionnalisation, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, vous avez toujours l'aide unique exceptionnelle pour l'employeur qui est de 5 000 ou 8 000 euros selon l'âge de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation. Et pour les boîtes d'au moins 250 salariés, on a une obligation de respecter un certain quota. Donc là aussi intéressant, si vous avez des embauches à faire, notamment de jeunes, renouveler peut-être votre pyramide des âges, peut-être intéressant de passer par un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro. Après, ça dépend du diplôme et de l'activité, puisque vous pouvez avoir une aide entre donc 5 et 8 000 dès lors que le contrat est conclu avant le 31 décembre de cette année, pour l'instant. Toujours avant le 31 décembre, pour les travailleurs handicapés, vous savez certainement que vous avez une aide de 4 000 euros pour l'embauche en CDI ou en CDD d'au moins 3 mois si la rémunération n'excède pas 2 SMIC. Donc, si vous embauchez un travailleur handicapé, donc ça concerne les contrats conclus entre le 1er septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de mesures qui, sur le papier, à ce jour, prendront fin à la fin de l'année. La prime PEPA, je ne sais pas si vous en versez, la prime PEPA versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, cette prime peut être exonérée de cotisations sociales dans une limite de 1 000 euros, voire 2 000 euros dans certains cas. Donc là aussi, si on veut verser une prime exonérée de cotises, on peut toujours verser des primes, mais c'est de la rémunération, donc c'est chargé à 100%. Mais la prime PEPA permet de verser entre 1 000 et 2 000 euros exonérés de cotisation. Il faut respecter des conditions, évidemment. Ces primes ne sont pas éligibles à cette exonération de charge. Donc, vous voyez quand même pas mal de textes qui prennent fin soit au 31 décembre, soit courant 2022. Donc, il faut se tenir informé régulièrement pour savoir si on peut bénéficier de ces exonérations ou de ces avantages sociaux, entre guillemets. Alors, j'allais dire moins rigolo, c'est pas que ce que je viens de dire est rigolo, mais là, on va être dans les obligations qu'il ne faut pas louper. Je vous disais qu'il y avait 2 lois cet été. Première loi, le 22 août, ce n'est pas la première dans l'ordre chronologique. Première loi dont on va parler est la loi du 22 août 2021 qui s'appelle « Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». C'est beau, c'est très beau. Ce qu'on appelle, nous, la loi climat, c'est plus rapide, c'est plus parlant. Et cette loi climat, alors, elle concerne essentiellement les entreprises qui ont un CSE. Donc, pour ceux qui ont un CSE, vous allez avoir différentes obligations nouvelles, puisque cette loi climat donne de nouvelles attributions pour le CSE en matière de transition écologique. Vous savez que vous avez entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat de juin 2020. Donc, cette loi a été adoptée le 20 juillet. Le Conseil constitutionnel a retoqué certains articles et l'a ensuite validée. Et donc, elle est parue le 22 août 2021 et elle s'applique aux entreprises de 50 salariés et plus. Alors, je vous en parle, alors même si certains d'entre vous n'ont pas encore 50 salariés, mais il faut savoir qu'en général, pour ce type de loi
qu'on estime, le gouvernement estime comme étant une loi d'importance, ces lois-là, en général, plus ou moins rapidement, contiennent des dispositions qui s'appliqueront un jour ou l'autre aux entreprises de moins de 50 pour être plutôt atteint. De toute façon, l'entreprise de 2 salariés a des obligations en matière écologique de la même façon que l'entreprise qui en a 3000. Après, les moyens sont différents, les obligations sont différentes, mais à un moment donné, vous serez tous concernés, plus de 50 ou moins de 50, par cette loi, ou en tout cas ces obligations. Alors, le CSE, pour ceux qui en ont, donc les boîtes de 50 salariés et plus, en principe, le CSE voit sa mission générale élargie, puisqu'on va avoir des informations consultations du CSE encore plus importantes. Pour ceux qui en ont, vous savez que vous avez grosso modo une obligation d'information consultation du CSE à chaque fois que vous prenez une mesure qui va impacter l'organisation, la gestion, la marge générale de l'entreprise. Ça, c'est le premier gros chapitre. Je déménage, on va le voir tout à l'heure, je change de carburant, peut-être, parfois, on a un arrêt de la Cour de cassation, ça peut être considéré comme une mesure affectant l'organisation, la gestion, la marge générale de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des consultations ponctuelles. On a également des consultations particulières quand on touche à la durée du travail, aux conditions de travail, à l'aménagement. Donc, nous, en matière de droit du travail, ça concerne plus les conditions de travail, la durée du travail, la structure également. Je veux licencier des salariés pour motif économique. Là, évidemment, ça touche à la structure. Je veux externaliser ou sous-traiter. Le terme est plus joli, sous-traiter. Là aussi, si ça a une conséquence, ça peut avoir une conséquence sur la structuration de votre effectif. Il faut informer et consulter. Informer et consulter, il y a les deux. Ce n'est pas uniquement une consultation, ce n'est pas uniquement une information, c'est information, consultation. Donc, deux choses. Sur les accidents du travail, etc. également. Aujourd'hui, nouveauté, consultation sur les conséquences environnementales des orientations stratégiques, des orientations concernant la marge générale de l'entreprise. Donc, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, il va falloir vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a une conséquence environnementale. C'est-à-dire qu'en amont, ou au moment où vous envisagez de faire quelque chose, il faut intégrer cette notion de conséquences environnementales et donc informer et consulter le CSE. De même, les experts du CSE, alors ceux qui ont la chance d'avoir un CSE ont certainement de la chance également d'avoir des expertises, que ce soit les expertises sur les comptes, les expertises sur les risques psychosociaux ou je ne sais quoi encore. Eh bien là, les experts ont une nouvelle possibilité d'intervenir chez vous pour faire un audit ou une expertise CSE en matière environnementale. Pour ceux qui ont également une base de données, alors je ne sais pas si vous avez... Certains d'entre vous ont une base de données économique et sociale. Le fameux truc qui a été mis en place, le fameux truc, ce qui prouve vraiment tout ce que je pense de ce dispositif, mais qui a été mis en place en 2018. La base de données économique et sociale, c'est une base de données, comme son nom l'indique, qui est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés, avec des obligations après différentes suivant le nombre de salariés, qui doit centraliser en fait les documents d'entreprise, documents juridiques, j'entends, les accords d'entreprise par exemple, on parlait du télétravail par exemple, doit également porter à la connaissance du CSE vos orientations stratégiques sur 3 ans, ce qui nous pose tous problème, également les investissements, enfin bon, on a pas mal d'items, de mémoire on en a une vingtaine, et cette base de données économique et sociale change de nom puisqu'elle s'appelle maintenant la base de données économique, sociale et environnementale. Et l'environnement vraiment rentre dans l'entreprise, qu'on le veuille ou non. Alors, on n'est pas obligé, en matière environnementale, de tous réfléchir à un plan mobilité, parce qu'on n'est pas tous concernés par un plan mobilité, mais dans chaque entreprise, il va falloir se poser des questions en matière environnementale. Alors, ce n'est pas forcément, encore une fois, un truc coûteux, mais je vais déménager, les nouveaux locaux dans lesquels j'emménagerai doivent être conformes avec, doivent intégrer une nouvelle norme environnementale. Aujourd'hui, on ne nous demande pas
automatiquement sur les normes les plus élevées en matière environnementale, mais ça va faire partie des données. Si vous avez un CSE, votre CSE pourra très bien vous dire, explique-moi pourquoi vous prenez ce bâtiment qui n'est pas aux normes maximales environnementales, pourquoi vous prenez ce bâtiment qui est en deçà. Il faudra vous expliquer. En matière de mobilité, si vous avez des salariés qui habitent loin, il faudra peut-être un jour se poser la question. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est uniquement les boîtes de moins 50 salariés, mais demain, moi je prends le pari que ça concernera même les boîtes où il n'y a qu'un salarié pour l'instant ou 2 salariés. On vous demandera de réfléchir à la mobilité de vos salariés, l'optimisation en matière environnementale des déplacements des salariés, du travail des salariés, etc. Moi, j'entendais, je ne sais pas si hier vous avez entendu également la même chose que moi, mais je crois que c'était sur Europe 1, une entreprise, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais c'est par opposition aux grands Veolia et autres, mais une petite boîte, une entreprise classique en France, qui a mis en place, qui était du côté de la Vendée de mémoire, qui a mis en place des challenges en matière environnementale avec ses salariés. Et c'est des trucs tout bêtes, hein. Ça passe par plus de plastique dans l'entreprise. Vous avez même des entreprises qui récupèrent les masques, hein, magnifiques masques dont on est tous dotés depuis le mois de mars 2020, pour ceux qui ont eu la chance d'en trouver des mois de mars. Vous avez des entreprises en France qui les recyclent. Ça fait partie de la politique environnementale. Tout ça, au niveau de l'entreprise et quel que soit le nombre de salariés, on peut réfléchir à ce genre de choses. Donc, il y a des entreprises qui sont très créatives. On n'a pas besoin d'être 1000 salariés pour être très créatif, peut-être même parfois le contraire. Donc, il faut y penser parce que, encore une fois, même si ça concerne aujourd'hui les boîtes d'au moins 50 salariés, demain, ça vous concernera tous. Et quand demain, vous voudrez peut-être vendre votre fonds de commerce, pour ceux qui ont un fonds de commerce, on prendra en compte cette partie environnementale, certainement dans le prix de cession. Tout comme on prend cette notion environnementale quand vous vendez un appartement à titre privé. Vous avez des normes énergétiques, et là, ça va être pareil. Pour ceux qui ont un CSE, et uniquement eux pour l'instant, vous avez une formation économique des élus et une formation économique, sociale et syndicale aujourd'hui. Cette formation de vos titulaires du CSE, cette formation va être élargie à la partie environnementale. Vous avez vraiment tout intérêt à vous intéresser à la question, sinon vos représentants du personnel sauront plus de choses que vous, ce qui est toujours un petit peu préjudiciable. Après, vous avez également des négociations qui doivent prendre en compte cette transition écologique. Alors, vos branches professionnelles vous tiendront informés, c'est en cours, alors ce n'est pas encore en place, puisque ça date du 25 août 2021. Depuis le 25 août 2021, les branches professionnelles doivent prendre en compte cette problématique, cette question de la transition écologique. Donc, ça va se faire en 2022, 2023. Donc, vos branches également vont évoluer, donc vos conventions collectives vont évoluer sur ce point-là. Donc, à suivre. Pour toutes les entreprises, que vous ayez un salarié ou 40 000 salariés, vous savez que vous avez l'obligation de rédiger ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques, un DU. J'espère que chacun d'entre vous a un document unique d'évaluation des risques, parce qu'en cas d'accident du travail, c'est la première chose qu'on regarde. Pas de document unique d'évaluation des risques, on en déduit, le 11, c'est moi la première, on en déduit que le dirigeant se moque de la sécurité et de la santé de ses salariés. Donc, le document unique d'évaluation des risques, qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, et donc qui est obligatoire depuis un petit bout de temps, doit maintenant doit faire l'objet d'une nouvelle consultation. Alors là, ça concerne uniquement le CSE, donc les entreprises qui ont un CSE. Le CSE a maintenant une possibilité d'analyser et de contribuer au document unique. Jusqu'à maintenant, le document unique d'évaluation des risques, on le négocie en mettant en place dans les entreprises, quand il y a un CSE, on met en place avec des commissions, dont une partie du CSE, mais pas uniquement le CSE, parce qu'il n'y a pas que le CSE qui est compétent pour évaluer les risques. On le fait avec des salariés, même lambda, j'allais dire, c'est sans mandat. Aujourd'hui, le CSE, alors à compter du 31 mars 2022, pourquoi le 31 mars 2022 et pas le 1er avril? Certainement, on a voulu éviter le 1er avril, je vois que ça. L'entrée en vigueur un 31 du mois, personnellement, je crois que c'est la première fois que je vois ça, mais tout est possible. Donc, entrée en vigueur le 31 mars 2022, le document unique devra faire l'objet d'un avis
Donc, information, consultation du CSE, les deux. Lors de la mise en place du document unique, lors de chaque mise à jour, parce que le document unique, c'est une photo de votre politique santé-sécurité à un moment donné. Donc, ça veut dire que la photo, il faut la reprendre régulièrement, il faut la refaire régulièrement. Donc, mise à jour également InfoConsult du CSE. Et le document unique, ça c'est la dernière bonne nouvelle, doit être conservé 40 ans. 40 ans de conservation du document unique ainsi que de toutes ces mises à jour. Donc, pendant 40 ans, croyez-moi, dans les entreprises où il ne se passe pas grand-chose, le document unique, on le met à jour à minima une fois par an. Voilà, on va le mettre à jour suite à un accident du travail ou un incident. Sans parler d'accident grave, ça peut être un accident bénin. Une maladie professionnelle qui a été reconnue, on va mettre à jour parce qu'on a des process ensuite à mettre en place dans l'entreprise, des actions à mettre en place. Risques psychosociaux, on intègre également les risques psychosociaux dans le document unique. Donc, toutes les mises à jour et le document unique doivent être conservés 40 ans par l'entreprise. Et l'entreprise devra transmettre ce document unique à première demande d'un salarié. Donc, en général, quand un salarié demande d'avoir le document unique et toutes ses versions antérieures, c'est qu'il y a un contentieux qui se prépare. Donc, un contentieux en général qui sera porté devant le TGI Pôle Social, donc ce qu'on appelait avant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le TAS. Ça a changé de nom, dans la vraie vie, ça n'a rien changé, le nom a changé. Donc, ça veut dire qu'il y aura un contentieux, peut-être pour une reconnaissance de maladie professionnelle, peut-être pour un accident du travail. Et il peut également aller au pénal si on voit que le document unique n'a pas pris en compte un danger, n'a donc pas annihilé ou amoindri le risque, que ça a débouché par exemple sur une maladie professionnelle, on peut le salarié peut également aller au pénal. Donc, même si vous n'avez pas de CSE, le document unique est important. Encore une fois, c'est la photo de votre politique santé-sécu. Votre photo égale l'employeur se moque de la santé-sécurité de ses salariés. Pour l'instant, ça va, j'en ai perdu aucun. Il n'y a pas de faire finalement. Franchement, pensez qu'il vous n'aviez pas grand-chose à faire déjà dans la vraie vie, donc là, on vous rajoute des petits trucs sans importance. Il n'y a que du pénal à la clé, c'est vraiment sans aucune importance, bien entendu. Une petite nouveauté, comme vous n'avez pas grand-chose à faire de votre vie, donc une petite nouveauté, avant le départ en retraite, donc pour ceux qui ont des salariés qui vont partir bientôt à la retraite, on a une nouvelle visite médicale qui vient d'être créée. Alors, cette visite médicale, c'est une visite médicale pré-départ à la retraite. Elle concerne uniquement les travailleurs qui bénéficient d'un suivi individuel renforcé, donc des travailleurs qui avaient une pathologie qui était sur des métiers dits à risque, donc avec un suivi particulier. Les travailleurs qui également ont bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de l'exposition à un ou plusieurs des risques visés. Alors, je vais vous donner l'article, mais vous ne connaissez pas par cœur, moi non plus, je vous rassure. Visé à l'article R 4624-23 du Code du travail, c'est l'article qui vise tous les risques liés à une pénibilité au poste de travail. L'amiante, le plomb, par exemple. Donc, si vous avez des salariés qui ont été au contact avec de l'amiante, du plomb en raison de l'activité de l'entreprise, amiante, par exemple, à l'époque, dans la construction automobile, on en avait pas mal, à une certaine époque. Ces salariés-là ont bénéficié d'un suivi médical particulier en raison de leur métier et de l'activité d'entreprise. Et pour ces salariés-là, dès lors que ce salarié partira à la retraite, on vous informera qu'il va partir à la retraite, vous aurez l'obligation de lui faire passer une visite avant le départ à la retraite. Alors, quand la visite, soit avant le départ en retraite, soit dans les meilleurs délais, je vous lis le texte, dans les meilleurs délais qui suivent la cessation de l'exposition au risque. Alors, en général, quand on a un risque amiante, aujourd'hui, en 2021, fin 2021, quand on a un risque amiante dans l'entreprise, soit on le sait parce qu'on a la boîte depuis perpète, c'est une boîte qu'on a héritée, où on a un certain âge qui nous permet d'avoir connu ces moments où il y avait de l'amiante en toute pseudo-légalité au niveau de l'État, j'entends. Parce que l'amiante, on sait que c'est cancérigène depuis déjà très longtemps, sauf en France.
soit vous avez racheté la boîte, et puis c'est souvent quand on rachète une boîte, une usine, on n'a pas les papiers qui datent d'il y a 50, 70 ans. Hein. Donc ça veut dire qu'on a rarement les dossiers des salariés, et dans ce cas-là, demander aux salariés de suivre une visite particulière en raison de son exposition à un risque, on ne fait pas parce qu'on ne savait pas qu'il y avait de risque à l'époque. Donc, on le découvre quand il y a un contentieux. Ou alors, avant le départ en retraite, et alors que le salarié vous a dit toc toc, je vous envoie ma lettre et je souhaite partir à la retraite. Donc, un départ à la retraite, c'est bien un départ à l'initiative du salarié. Hein. Dans ce cas-là, vous devez informer votre service de santé au travail. Donc, vous, employeur, le salarié peut également le faire de son côté. Et le médecin du travail va estimer, donc c'est lui qui aura la main ensuite, il va estimer s'il est nécessaire de faire une surveillance post-professionnelle à votre salarié. Donc, ça concerne une catégorie particulière de salariés, encore une fois, qui a déjà été exposé ou qui a eu un suivi individuel renforcé dans le cadre du suivi médical médecine du travail. Le salarié doit ensuite partir à la retraite, donc vous faire une demande de départ à la retraite. Et c'est ensuite le médecin du travail qui va décider si oui ou non il est opportun qu'il ait un suivi post-professionnel quand il sera à la retraite. Ne loupez pas quand même ce suivi individuel. À ce jour, dans la mesure où on n'a pas tous les textes, on a un texte, hein, celui-là, ça c'est dans la loi santé, mais on n'a pas de décret, on n'a pas encore de recul, c'est tout neuf. Moi, je recommande à mes clients, quand on ne sait pas, on ne sait pas toujours, on ne connaît pas toujours l'état de santé du salarié, parce qu'on n'a pas forcément l'historique de la vie du salarié, moi, je recommande à ce jour à mes clients, dès lors qu'on a une demande de départ à la retraite d'un salarié, de saisir le médecin du travail. Et c'est le médecin du travail, parce qu'on n'est pas médecin, vous n'êtes pas médecin, je ne suis pas médecin, c'est le médecin du travail qui décidera si oui ou non il rentre dans les catégories déjà. Donc, est-ce qu'il doit suivre, est-ce qu'il doit avoir cette visite médicale dans le cas d'un départ à la retraite? Et si oui, c'est lui qui décidera s'il doit ensuite avoir un suivi médical post-retraite. Recommandation à ce jour, ça peut évoluer. Hein. Si on se revoit dans 3 mois, 6 mois, je vous dirai peut-être autre chose, parce qu'on aura des textes. Mais à ce jour, je vous recommanderais pour les salariés qui font une demande de départ à la retraite, de faire ces démarches auprès du SST. Évidemment, pour certains postes, hein, c'est sûr que si vous avez un service support, en général, l'assistant qui est dans son bureau, le risque est quand même assez limité qu'il ait été exposé. S'il a eu une carrière, évidemment, de bureau. Si en revanche, il a eu une carrière outre en usine, par exemple, ça peut être autre chose. Des questions concernant cette nouvelle visite médicale, donc qui se rajoute aux 5 ou 6 visites médicales qui existent. Ça pour dire que vous avez intérêt à avoir des dossiers nickel en matière RH. Hein. Moi, quand je fais des audits, même chez mes clients que je suis depuis 20 ans, je trouve toujours des trucs qui ne vont pas. C'est logique, parce que si vous devez respecter l'intégralité du code du travail, vous ne bosserez pas. Vous ne ferez rien, parce que c'est tellement complexe, il y en a tellement. Donc après, il faut respecter ce qui est pénalement sanctionné pour éviter le pénal. Et après, le reste, on peut discuter de l'utilité ou pas de respecter. Vous le verrez également dans les prochains temps, donc là, ça sera en 2022, vous verrez que vos services de santé au travail vont évoluer. Puisque la loi santé du 2 août 2021, à l'origine, ne devait concerner que les services de santé au travail. On nous a rajouté notamment ce dont on vient de parler, à savoir la visite médicale dans le cas d'un départ à la retraite. Et à l'origine, c'était uniquement les services de santé au travail qui étaient concernés. C'est une réforme qui date déjà d'il y a 10 ans, donc on a eu je ne sais pas combien de projets de loi qui sont tous tombés à l'as, et là on a eu le projet de loi qui a abouti à la loi du 2 août, et vos services de santé au travail, donc qu'on appelle aujourd'hui SST, vont devenir SPST, services de prévention et de santé au travail. Et pour être en conseil de service, aujourd'hui de services de santé au travail, mais demain de SPST, et pour en avoir discuté avec les délégués généraux, le rôle du médecin du travail va évoluer. Alors, il a déjà évolué.
malheureusement, les entreprises sont très peu informées du véritable rôle du médecin du travail. Quand on parle médecin du travail, quand on pense médecin du travail, on se dit un médecin du travail est là pour la visite d'embauche, pour la visite aptitude, pour le suivi médical renforcé pour mes salariés qui ont un poste particulier, mais pas que. Vous avez dans les services de santé au travail des prestations qui existent, qui sont d'ailleurs couvertes par l'OBOL, votre adhésion annuelle, ce que vous payez tous les ans à votre service de santé au travail. Et vous avez notamment des services d'ergonomes qui peuvent être intéressants pour travailler sur les postes de travail, pour éviter ensuite les pathologies et donc les éventuelles maladies professionnelles. Également intéressant en cas d'accident du travail, pas forcément grave, l'accident du travail, mais un accident du travail peut être dû, par exemple, à une problématique d'organisation des postes de travail. L'ergonome du SST, du SPST bientôt, peut vous aider, peut être utile. Donc, à partir du mois de mars 2022, ils devraient communiquer, les services de santé au travail devraient communiquer sur tout ce qu'ils proposent, une partie inclue dans le tarif annuel, une autre partie en sus, mais il faut utiliser ces services. En cas de problématique avec un salarié lié à sa santé au travail, si on n'a rien fait avec le médecin du travail, si on n'a pas réfléchi à l'ergonomie du poste, au travail sur écran, à l'ergonomie même du bureau, c'est la salle, j'entends, s'il y a un problème de santé au travail, on va nous le reprocher. On va nous dire que vous aviez des outils à votre disposition que vous n'avez pas utilisés. À cause de cela, notamment la santé de votre salarié s'est dégradée et votre responsabilité peut être recherchée. Responsabilité financière, éventuellement responsabilité pénale également. Donc, tenez-vous au courant, mais logiquement, vos services de santé au travail devraient communiquer dans les prochains temps sur tout le panel qui sont à votre disposition. Une petite précision également, donc ça n'a rien à voir avec la santé au travail, mais une petite précision pour ceux qui ont des frais professionnels et notamment des repas d'affaires, pour les commerciaux notamment, pour les dirigeants. Voilà. Nous sommes en France, donc les plus gros contrats se négocient et se concluent en principe autour d'un repas, alcoolisé bien sûr. Entendu. Les repas d'affaires sont des frais professionnels. Vous savez que pour qu'ils soient exonérés, voilà, ce sont des frais professionnels, on dit ça parce que c'est une conséquence en matière de cotisation. Pour que ces frais professionnels soient exonérés de cotisation sociale, il faut que ces frais soient pris dans l'intérêt de l'entreprise, présenter un caractère exceptionnel et n'être pas manifestement abusif. Ça, ce sont les 3 critères classiques qui existent déjà depuis longtemps. Le 25 juin 2021, le bulletin officiel de la Sécurité sociale, le BOSS, nous a précisé que le caractère abusif pouvait être apprécié comme suit. N'est pas abusif, un repas par semaine ou 5 repas par mois. Je parle des repas professionnels. Et au-delà de ce seuil d'un repas par semaine, donc avec des clients par exemple, ou 5 repas par mois, il y a un risque de requalification en avantage en nature, donc avec charge, donc réintégration dans le bulletin de paye. Et le BOSS du 1er août 2021, comme quoi les frais professionnels intéressent beaucoup la sécurité sociale, on nous a dit qu'on peut apprécier l'abus en fonction des missions du salarié et notamment des missions de prospection, des missions de représentation. Donc, si on a un salarié dont la mission principale, c'est du commercial en général, commercial. Si le salarié a des missions de prospection, des missions de représentation, donc là on est plus sur la direction, les missions de représentation, là on peut considérer, le cas échéant, dès lors que l'employeur arrive à démontrer que ce sont des missions de prospection, des missions de représentation, qui sont faites dans l'intérêt de l'entreprise, qui ont un caractère exceptionnel et qui ne sont pas manifestement abusifs, dont le montant n'est pas manifestement abusif. Si on arrive à démontrer cela, les repas d'affaires sont considérés comme des frais professionnels, donc exonérés de cotisations sociales au niveau de l'entreprise. Donc, ça peut être intéressant si vous avez
il me paraît que l'activité a bien repris. Si vous êtes en prospection, vous pouvez considérer que ce sont des frais pro pour vous, en tant que chef d'entreprise, ou vos salariés qui rempliraient, encore une fois, les conditions que je viens d'énumérer. Maître, excusez-moi, juste pour bien comprendre, dans le cas de la prospection et de la représentation spécifiquement, on peut être au-delà du 1 repas par semaine et du 5 repas par mois. Hein. C'est ça Oui, que je comprends dans vos propos. C'est ça. Okay. En fait, on va regarder, parce qu'on nous dit, l'une des conditions, c'est n'être pas manifestement abusif. Et donc, c'est la notion d'abus, qui était donc extrêmement claire, n'être pas manifestement abusif, qu'on va regarder c'est pour apprécier cette notion d'abus qu'on va regarder si ce sont des missions de prospection, des missions de représentation. Complètement. OK, merci. Mais ça doit toujours rester exceptionnel, il faut faire attention. La notion d'exceptionnel. Quand on a un contrôle URSSAF, de toute façon, il regarde deux choses. Enfin, il regarde les frais pro en général, et dans les frais pro, ils vont aller frais pro avantage de nature, donc les frais de bouche, comme on disait à un moment, donc les repas d'affaires, hein, et les kilomètres, les frais kilométriques. Ce sont les deux choses qui regardent. Donc, quand on veut laisser, une expression que j'aime pas, mais qui est très claire pourtant, et c'est très moche, je l'admets, quand on veut leur laisser un os à ronger, voilà, on va les laisser ronger l'os frais pro ou indemnité kilométrique, parce que parfois on est un peu moins bien dans certains autres domaines, notamment quand il y a des transactions, ce genre de choses. Mais attention, les contrôles URSSAF, moi je pensais même qu'ils allaient commencer cette année, alors ils ont commencé dans certaines activités seulement, dans la mesure où c'est open bar et qu'on est en train de… Voilà, la machine à sous a bien fonctionné, la planche à billets a bien fonctionné, notamment avec l'activité partielle, la PLD et puis toutes les aides qui ont été données. Il faut leur rentrer maintenant de l'argent. Donc, il y a des contrôles URSSAF qui vont être déclenchés. Ça a déjà commencé dans certaines activités, mais c'est assez cyclique. Donc, c'est tous les 3 ans, on sait que dans certaines activités, notamment sportives, on va avoir notre contrôle URSSAF, on est content. Je pense que ça va être beaucoup plus généralisé. Après, il y a une question de moyens. Fort heureusement pour nous tous, il y a peu de contrôleurs URSSAF, en tout cas, il n'y en a pas plus qu'avant. Donc, faire plus de contrôles avec autant de monde, ou c'est peu de monde, ça va être un peu compliqué. Mais je pense qu'on va avoir quand même des contrôles URSSAF un peu plus poussés. Déjà rien que sur l'activité partielle, il y a des choses qui ont été faites, pas forcément bien faites. Certains ont déclaré de l'activité partielle alors que les salariés étaient… pas forcément en activité partielle. Donc, il y a eu des fraudes, mais là, c'est la grosse fraude. Et après, bon, on peut avoir… on a pu jouer. Parfois, on peut jouer. Nous, on ne recommande pas de jouer, parce que ça peut coûter cher. Mais bon, parfois, certains peuvent jouer. Comme on parle d'URSSAF, un peu de contentieux, une petite question pour détendre un peu l'atmosphère. Petite question. L'accident survenu lors d'un cours de yoga dispensé dans les locaux d'entreprise constitue-t-il un accident du travail? Vous savez qu'on est dans une notion de qualité de vie au travail depuis déjà quelques années. Ça s'est accentué avec le Covid. Donc, on est aujourd'hui dans une notion de bien-être au travail. Je n'ai pas fait le tour, j'allais dire le tour de table, c'est compliqué, mais je n'ai pas fait le tour de visio, mais je pense que si je pose la question suivante, est-ce que vous arrivez à recruter? Je veux bien prendre le pari que, allez, 99 voire 100% des gens me diront non, on a des difficultés à recruter, on ne trouve pas. Donc, on essaye d'attirer les salariés qui sont je ne sais pas où, parce que même à FIDA, on cherche des avocats, on n'en trouve pas. Donc, même les avocats d'affaires, on n'en trouve plus. Pourtant, ils ne vont pas au Luxembourg, mais je ne sais pas où ils sont. On ne sait pas ce que font les étudiants en sortant de l'érage. On essaye d'attirer les salariés. Et quand on recrute, moi qui travaille avec des cabinets de recrutement, la première question, et je ne parle pas uniquement recrutement avocat, je parle de recrutement tous azimuts, première question que posent les salariés, alors, agent de maîtrise cadre. Avant, c'était, notamment pour l'agent de maîtrise ou cadre, c'était évidemment la rémunération, qui est un élément important, mais également on nous posait des questions sur les avantages accessoires, donc les accessoires à la rémunération, la voiture. À un moment donné, la voiture, c'était, voilà, il fallait absolument le Q5, sinon ça n'allait pas, et en deçà, je ne voulais pas. Aujourd'hui, la première question que posent les salariés dans le cadre d'un recrutement, c'est est-ce qu'il y a du télétravail? Les agents de maîtrise,
les cadres, beaucoup plus les cadres, disent maintenant, alors ça dépend des fonctions, mais disent sans télétravail, je ne bouge pas. Moi, je peux habiter à Nantes et travailler pour un employeur qui se trouve à Lemberg, par exemple, en Moselle de l'Est. Ça ne pose pas de problème. S'il y a du télétravail, je peux faire mon boulot et je peux venir une fois par semaine sur site. Donc déjà, les salariés, il va falloir les attirer. Donc, soit on peut mettre en place du télétravail quand c'est possible, mais on a certaines activités, certains métiers qui ne supportent pas le télétravail. C'est sûr qu'en production, c'est un peu compliqué. Et il va falloir également trouver des arguments pour les attirer. Le salaire n'est plus l'argument qui tue. On peut offrir un très bon salaire, un beau package. D'ailleurs, on travaille, nous, Fidal, on travaille de moins en moins sur les packages salariaux qui avant étaient la tarte à la crème. Quand on voulait un cadre ou un type particulier de salarié avec une technicité vraiment pointue, on avait un package de rémunération, ce qu'on faisait. Maintenant, moi, j'ai quasiment plus aucune question parce que ce n'est plus une question. La question de la rémunération n'est plus une question. Évidemment, ils veulent gagner un petit peu d'argent, mais ce n'est pas la première question. Ils veulent du télétravail et ils veulent surtout avoir un confort de vie. Un confort de vie professionnel, donc être dans des locaux sympathiques, et un confort de vie privé. Mais aujourd'hui, c'est sûr que dans le cadre du bien-être au travail, la question du recrutement doit intégrer certains paramètres qu'on ne connaissait pas avant, qui sont imposés à nous. Et il faut cavaler plus vite, il faut aller très vite, il faut être très proactif. Et on a des entreprises qui travaillent, enfin moi j'ai des clients, alors, même dans les usines, on a travaillé, moi j'ai des clients qui font partie de groupes internationaux, donc on récupère également ce que nous disent les États-Unis, très en avance, qui ont une faculté, une réactivité hors norme, incroyable. Les anglo-saxons sont quand même beaucoup plus matures, je trouve, beaucoup plus souples que nous. Mais voilà, on a réorganisé les services. Dans la restauration, vous savez tous qu'aujourd'hui, les restaurateurs qui s'en sortiront demain sont les restaurateurs qui, parce qu'ils ont un problème de personnel, qui pourront mettre en place des équipes, une équipe de jour, une équipe de soirée, parce que les salariés ou certains salariés ne veulent plus travailler en coupé. Soir. Donc, il va falloir être très réactif. Et ceux qui gagneront la bataille, parce que c'est une bataille économique, seront ceux qui feront preuve de créativité. Cette créativité, soit vous l'avez tout ça dans votre coin, c'est bien, mais soit vous êtes dans des clubs, dans des réseaux, et puis vous prenez ci et là les bonnes idées. Mais il y a une accélération de la réorganisation des entreprises là qui est phénoménale. C'est hyper intéressant. L'accident survenu lors d'un cours de yoga dispensé dans les locaux d'entreprise constitue-t-il un accident du travail? Alors, je ne dis pas que vous avez tous des cours de yoga, mais comme c'est très à la mode de mettre en place des massages kinés, voilà. Je vous rappelle que l'accident du travail, c'est un fait accidentel dans le cadre de l'activité professionnelle et un lien de causalité entre les deux. Ce n'est pas parce que j'ai un accident sur le travail que c'est forcément un accident du travail. Et en l'occurrence, s'agissant du temps de travail, on nous dit qu'il n'est pas forcément nécessaire que le salarié soit en train d'exécuter son contrat de travail. L'accident du travail peut avoir lieu pendant des temps de pause, avant la prise de poste ou juste après. Par conséquent, un cours de yoga dispensé sur le lieu de travail, là où l'employeur exerce son contrôle et sa surveillance, en fait, c'est la partie-là qui est importante, là où l'employeur exerce son contrôle et sa surveillance, ça peut être considéré comme un accident du travail. Bon, on met en place ce genre de choses, j'aime bien que ça soit fait par le CSE, quand on a la chance d'avoir un CSE. C'est-à-dire qu'on laisse le CSE mettre en place ça, même si le président du CSE, c'est l'employeur. On fait ça dans le local CSE. Donc, prudence. Voyez, même pour terminer sur une note un peu plus rigolote, on reste quand même sur l'accident du travail. Je suis omnibulée par l'accident du travail. En fait. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.